Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise. Au programme, aujourd'hui, on parle de la fiction, du cinéma, oui, de la fiction, des séries au service de l'entreprise. On va en parler avec Victor Dalmas, cofondateur du Le Fil en mouvement. C'est pas si facile à dire, créateur donc de séries sur mesure. On va en parler avec lui dans quelques instants. Un jeune, une solution à la rencontre d'entreprises qui embauchent, l'emploi et l'emploi des jeunes en particulier. On en parlera avec le fondateur de la biscuiterie Astruc. Il est notre invité. Puis le cercle RH, notre débat, on s'intéresse aux demandeurs d'emploi. Au-delà des chiffres, des statistiques, il y a des femmes et des hommes dont la santé est parfois impactée par cette situation. Le chômage provoque de grandes souffrances. On en parle avec nos invités, des experts sur ce sujet. Et puis pour terminer notre émission, Fenêtre sur l'emploi, on retrouve Thierry Bismuth d'Odyssée RH et il nous parlera de l'indépendance, un véritable choix de vie, un engouement même. On en parlera avec lui dans quelques instants à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job. Tiens, on va parler cinéma. Quel est le lien avec l'entreprise? Mais il y en a un, justement, on va en parler avec Victor Dalmas, cofondateur et directeur associé du Fil en mouvement. Vous savez, j'ai transformé le en du. Tout à fait. Fondé en 2019. Absolument. Avec votre associé Julien Laurent. Et votre histoire est intéressante parce que d'abord, vous avez eu des vies dans le monde privé, vous avez connu le monde de l'entreprise. Puis, à côté de ça, sur vos temps libres, vous avez écrit pour la télévision, vous êtes scénariste et vous avez dit, tiens, et si on faisait des séries pour les entreprises? Comment c'est venu cette idée? Je crois que vous avez assez bien résumé le process. Nous, au départ, avec Julien Laurent, mon associé, nous sommes issus du secteur privé. Julien Laurent travaillait chez Accenture de son côté pendant 10 ans. Moi, mon dernier poste, c'était chez Acadomia, où j'étais en charge des business units. Et à côté de ça, nous menions une double vie, puisque une passion. Exactement, nous étions scénaristes. Et que nous avons scénarisé pour le spectacle vivant, mais aussi pour la télévision, un certain nombre de projets de fiction. Et qu'un jour, nous nous sommes dit, un peu confrontés aussi aux difficultés que nous pouvions rencontrer en tant que manager, finalement, comment embarquer une audience, comment embarquer un public, quoi de mieux qu'une bonne histoire. Et nous avons décidé de mettre au service des entreprises notre savoir-faire de scénariste pour réconcilier nos deux grandes envies. Victor, vous la connaissez, c'est vous qui l'avez montée, évidemment. C'est quelques extraits compilés de ce que vous avez réalisé. Alors, c'est à la fois drôle, on va voir les images tout de suite, puis on va pouvoir les commenter, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on voit là ? Alors, on voit ici des extraits d'une série qu'on a réalisée pour le groupe Mondelez International. Dans laquelle on a embarqué une centaine de comédiens néophytes, puisque chaque comédien est un salarié de l'entreprise. C'est d'abord un salarié en fait. Hein. Exactement, tout à fait. Ils sont tous d'abord salariés et même dans 99% des cas, ils n'avaient jamais eu d'expérience de comédien avant ce projet. Et c'est vraiment l'objectif, c'est de pouvoir créer une série de fictions qui viennent susciter un élan, peut-être même, je dirais, une respiration dans l'entreprise. On sait que les derniers mois ont été des mois un peu inédits. Parfois un peu compliqué sur le plan social, et il nous semblait important de pouvoir redonner justement un élan, recréer ces instants de vie sociale que l'entreprise a moins connus, qui sont tous ces espaces informels, la machine à café, la cantine, mais aussi tout ce que vous pouvez compter de pots cigarettes, etc. À force d'être à distance, on se voit moins. Et l'objectif, c'est de resserrer les liens, exactement, avec une série donc, dont les salariés de l'entreprise sont les héros, et pour les salariés de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on vient embarquer en général donc une centaine de salariés comédiens par série. Pour une série qui va durer 10 épisodes, en général, 10 épisodes assez courts de 3-4 minutes, et l'audience, c'est toute l'entreprise. C'est-à-dire que dans le cas de Mondelez, ils étaient 3000 à assister à la diffusion des épisodes. À se marrer aussi, parce qu'on voit, il y a de l'humour. Bien sûr. On se maquille. Tout à fait, on va chercher le décalage. Un mot important, parce qu'on voit bien cette idée de resserrer les liens dans l'entreprise, de se regarder à l'intérieur de l'entreprise, de se marrer, de rire. Vous les coachez, et ce qui est très intéressant dans votre dispositif, qui moi me semble intéressant pour les entreprises, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans des dispositifs de fiction où 3 smirmorques arrivent, déposent des câbles. Enfin, tout ça, c'est en équipe légère parce qu'en fait, ils se filment eux-mêmes. Exactement.
En fait, chaque salarié se filme avec son smartphone. L'objectif, c'est bien sûr de réduire des coûts de production d'un tel projet, mais c'est aussi de permettre à chacun de n'importe où de participer, puisque dans le cas de Mondelez, vous avez donc plusieurs sites en France, vous avez aussi des sites en Outre-mer, vous avez parfois des responsables qui sont aussi à l'international. L'idée, c'est que chacun, se filmant lui-même, va pouvoir participer d'où qu'il soit au projet. Très concrètement, l'entreprise, la côté entreprise, vos clients ou vos prospects, qu'est-ce qu'elles cherchent? Parce qu'en fait, il y a 1000 manières d'entrer dans une série. Elles disent j'ai un groupe qui est distendu, j'ai besoin qu'on le resserre, j'ai besoin de raconter l'histoire de mon entreprise parce qu'il y a souvent une dramaturgie dans l'histoire d'une entreprise. Qu'est-ce qu'elles souhaitent à travers cette série? Alors, nos clients viennent au départ avec des besoins qui sont, je dirais, tous différents. C'est ça. On a des clients qui veulent vraiment créer un moment de cohésion avec quelque chose qui n'a rien à voir avec la vie traditionnelle de l'entreprise. Un pas de côté, quoi. Un pas de côté, pour permettre là aussi de réengager, remobiliser sur je dirais, le contenu quotidien de chacun. On a aussi des clients de plus en plus qu'on accompagne sur des scénarios concrets, donc à chaque fois sur mesure, pour venir, je dirais, répondre aux enjeux aussi immédiats de nos clients, qui sont des enjeux de transformation, de réorganisation, parfois un pivot stratégique. Donc on fait passer aussi des messages par la série. Bien sûr, ouais, tout à fait. Je dirais même que la fiction permet d'ancrer des messages parfois mieux que la réalité elle-même. Mais Victor, dans ce cas-là, ça veut dire que quand on fait passer un message de réorganisation, c'est pas les salariés, là c'est le COMEX. Exactement, qui est obligé de se mettre en scène. Tout à fait. Alors, c'est risqué. De toute façon, c'est toute l'entreprise qui se met en scène à chaque fois. Il n'y a justement pas de cloisonnement entre le COMEX et les salariés de l'entreprise. Chacun peut participer. Bien sûr, nous, on va présenter un canevas narratif, une trame narrative à chacun de nos clients, qui était vraiment un scénario de fiction qui peut commencer par une disparition, qui peut commencer par un meurtre parfois. Donc vous voyez, on est tout de suite dans... Et vous allez jusque-là. Bien sûr, on est dans quelque chose qui est vraiment très fictionnel dès le départ. C'est le but, c'est de créer aussi vraiment cet élan et cette surprise. Et puis on vient glisser un certain nombre de clins d'œil à l'activité de l'entreprise, et puis parfois, comme on se le disait à l'instant, à un certain nombre d'enjeux plus précis. Bien sûr, ce n'est pas nous qui venons écrire le scénario de la nouvelle organisation. Nous venons vous notez d'un certain nombre d'informations qui nous sont données au départ par nos interlocuteurs. À chaque fois, il y a une équipe projet qui se construit pour chaque série en interne. Et puis, on vient construire autour de ça. Ça, c'est fun, parce que ça implique aussi les équipes projet dans l'entreprise. Bien sûr, c'est le but. Très impliquées. Il y a des moments où c'est compliqué, parce que dans l'écriture, que ce soit un livre, que ce soit un scénario pour la télévision, il y a parfois celui qui commande qui vous dit non, ça on peut pas aller, là tu vas pas là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a lâchage total, et puis après on vous resserre un peu. Comment ça se passe? Il faut reconnaître qu'on a des clients qui nous font une confiance aveugle, et je crois pouvoir dire qu'ils n'ont jamais été déçus. C'est aussi donc carte blanche, là. Le succès du projet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a présenté donc cette trame narrative au départ, que le client a validé, ensuite on vient écrire les dialogues, le scénario. Comme l'objectif c'est de créer assez vite et de déployer assez vite cette série, il n'y a pas, si vous voulez, un temps d'itération, de validation trop important au départ. Ça viendrait freiner la créativité et puis cet effet justement un peu nouveau. Rapidité, ça on l'entend bien dans votre projet, c'est-à-dire que quand vous avez et que le patron, votre client a décidé, la mise en exécution est rapide. Ça, c'est très, très important de... En général, on compte un mois avant le lancement. À partir du moment où on a un go, tout à fait, PAT, prêt à tourner, prêt à tirer. Et ensuite, ça part au montage. Exactement. Vos clients, là, c'est quoi? Vous travaillez sur quoi en ce moment avec? Parce que j'imagine qu'avec Julien, vous mettez autour d'une table et que c'est un jeu de ping-pong comme les scénaristes. Alors, absolument. En fait, nous avons parmi nos clients des clients qui sont en général plutôt des clients au-delà de 300 salariés. On a mené ce type de projet chez Mondelez, on l'a mené chez Amazon pour toutes les équipes du siège en France. Vous avez fait quoi pour Amazon? C'était quoi l'histoire que vous avez écrite? Alors pour Amazon, c'était une histoire... Pas simple. Non, c'était une histoire qui tournait autour du cinéma. Forcément, il y a une pression peut-être encore plus grande de faire des séries pour quelqu'un qui fait des séries. Non, c'est pas le cœur de métier, il faut le préciser. C'est vrai, c'est pas le cœur de métier, mais pour autant, on connaît de plus en plus Amazon pour ces séries, pour la plateforme Donc la pression Prime. est forte. La pression est forte, mais
Et je dirais l'enthousiasme décuplé aussi, parce qu'à partir du moment où vous avez les équipes en interne qui peuvent participer, se prêter au jeu d'un projet, ça vient rendre aussi le... Et donc, la story, c'était quoi La story autour du cinéma. On a développé... Chacun a joué un rôle Exactement, ouais, tout à fait. En fait, c'est une histoire autour du cinéma pour pouvoir explorer différents genres cinématographiques. C'était le but aussi de ne pas avoir toujours la même canevas, mais de renouveler dans chacun des épisodes le propos. Donc vous aviez aussi bien un épisode qui se passait au temps des Romains, un épisode qui se déroulait... Il faut des costumes quand même là, il faut un peu de logistique. Non, alors justement, c'est tout le... Chacun se débrouille quoi. Le propos, exactement, le système D. Vous avez... on trouve un élément de décor, une perruque. On vient recréer un élément de décor. Ce qui suffit parfois. On vient s'aider, il suffit de pas grand-chose. Les séquences sont assez courtes, elles durent entre 15 et 20 secondes par salarié. Avant de nous quitter, Victor, je ne veux pas qu'on oublie, parce que ceux qui nous regardent se disent, bon, bah, c'est très sympa son histoire, mais moi je ne suis pas comédien. Il y a quand même un travail de direction d'acteur, puisque c'est le terme utilisé sur un plateau de cinéma, et donc un peu de coaching quand même, vous les aidez. Exactement, alors nous au départ, nous sommes scénaristes et metteurs en scène, donc nous venons accompagner individuellement chacun des participants. Aucune expérience n'est requise, c'est le but. Et donc vous avez d'ailleurs très souvent des stars de la scène qui se révèlent devant la caméra peut-être un peu plus friables, et à l'inverse, des grands timides qui se trouvent une âme de comédien. Nous, on est là pour les aider et surtout les valoriser, puisque c'est un projet qui vient valoriser chacun des salariés de l'entreprise. Donc il y a aussi une forme, je dirais, de catharsis, de révélateur pour certains individus qui se révèlent. Une inédite et les 3000 collègues se disent, mais j'aurais jamais imaginé, vous avez dû l'entendre, que quelqu'un se révèle comme ça soudain. Absolument, ouais, c'est très souvent ce qui se passe. Et d'ailleurs, on a en ce moment des demandes pour faire des saisons 2, puisque comme c'est une série, les saisons se multiplient. Et on voit aujourd'hui pour les saisons 2, peut-être des salariés qui étaient trop timides pour la saison 1 se dire, bon allez j'y vais. Puisqu'un tel l'a fait, moi aussi je peux m'y mettre. L'effet d'entraînement, l'effet de groupe. Merci Victor Dalmas, cofondateur et directeur associé du Fil en Mouvement. Le Fil en Mouvement, c'est le nom exact de votre entreprise, créée en 2019. Elle a 2 ans, mais ça se développe bien. Puis l'entreprise trouve finalement une manière un petit peu décentrée, décadrée, de pouvoir parler ou faire se parler, créer du lien. C'est très important dans le contexte dans lequel nous sommes. Merci de nous avoir rendu visite. Tout de suite, notre rubrique Un jeune, une solution. Notre partenaire, vous connaissez notre rendez-vous. Il est hebdomadaire. Une entreprise vient nous parler à la fois de ce qu'elle fait, mais aussi des créations d'emplois. Et là, on reçoit le fondateur de la biscuiterie Astruc. Un jeune, une solution, une entreprise qui s'engage pour l'emploi des jeunes, avec notre partenaire, vous le connaissez, Un jeune, une solution, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec une entreprise. Et on accueille Christian Astruc. Alors c'est très pratique avec vous, Christian, parce que votre biscuiterie s'appelle Astruc. 4e génération. Bonjour. Bonjour, de père en fils. De père en fils, depuis 4e. Je suis la 4e génération et mes enfants sont la 5e génération. C'est-à-dire depuis le début du siècle... 1927. C'est ça. Biscuiterie Astruc. D'abord, quelques mots sur l'histoire de cette entreprise familiale, on l'entend. Plus de 100 salariés, on parlera de recrutement. Qu'est-ce que vous y faites dans cette biscuiterie? Vous êtes venu les mains vides. J'avais envie de me régaler. Désolé, oui. Alors oui, nous fabriquons des biscuits, donc biscuits traditionnels, base de beurre, de farine, de sucre, d'œufs, de frais de poule plein air. Voilà, on a toute une fabrication, une gamme relativement large et qui peut contenter une majeure partie des consommateurs, puisqu'on va de la meringue jusqu'à la tuile, le financier, le rocher coco, la madeleine, et j'en passe, et des meilleurs. Le rocher coco, vous me donnez envie. Vous êtes très engagé, parce que c'est intéressant de voir aussi comment ceux qui reprennent l'entreprise familiale, c'est-à-dire vous et vos enfants, s'engagent en faveur de la réinsertion, de l'inclusion. Parlez-moi de ce combat. Alors, il y a un constat, si l'entreprise progresse, il faut recruter. Et dans les recrutements, il faut essayer d'ouvrir au plus large pour essayer de trouver les meilleures personnes, les personnes qui correspondent le mieux à l'entreprise et surtout la culture d'entreprise. Nous, la culture d'entreprise, c'est une culture, je dirais, et c'est pas péjoratif, ouvrière. C'est-à-dire que mon grand-père travaillait avec son équipe. On travaille avec nos équipes. On est sur le terrain. Et on a besoin de collaborateurs qui ont envie de partager cette aventure, cette passion. On vit une passion, une réelle passion. Et on veut transmettre. Parce que la qualité, parce que le goût, parce que servir ses clients, c'est important. Et oui, et puis nos consommateurs doivent être entièrement satisfaits. Et c'est le but du jeu, c'est de trouver dans le côté plaisir dans nos fabrications. Donc on veut retrouver ce côté plaisir dans le travail.
Donc le recrutement, comme vous le demandez, c'est vrai que le recrutement, on le fait le plus large possible. Alors on a été, ça peut être sur des seniors aussi, des personnes qui ont de l'expérience, qui sont en fin de carrière et qui veulent retrouver une activité. On sait que ça ne va pas durer très longtemps, mais c'est un passage qui enrichit l'entreprise. Et puis il y a tous ces jeunes, alors de différentes, on travaille avec l'école de la deuxième chance, essayer de retrouver des personnes, des jeunes qui avant 18 ans, sont dans des systèmes compliqués, ont du mal à intégrer. Qui vont réussir à travers l'école et la main tendue à retrouver le bon chemin, quoi. Voilà, exactement, à trouver du plaisir au travail. Après l'EPID aussi, qui est une école qui, à partir de 18 ans aussi, essaye de remettre dans le bon chemin des jeunes qui sont en difficulté ou qui n'ont pas trouvé leur vocation. C'est aussi ça. Tendre la main, c'est aussi de faire voir qu'au sein de notre entreprise, on a beaucoup de métiers. On n'a pas que de la manutention, on a aussi du technique, on a aussi de la qualité, on a aussi plein de choses. Et puis, il y a aussi l'alternance, les stages. Et tout ça, ça permet justement d'ouvrir le panel le plus large possible. Alors il y a aussi quand même, j'aimerais qu'on en parle un tout petit peu avec vous. Vous êtes ouvert, mais depuis des années, aux ESAT, oui. Donc qui sont des centres qui accueillent des jeunes handicapés. Pourquoi ce choix? Parce qu'encore une fois, vous nous dites qu'il y a une volonté chez nous, comme ça, de travailler en famille, d'être une équipe engagée. Les ESAT, c'est un signe fort en matière d'inclusion. Oui, puisqu'il y a quand même des personnes qui sont en grande difficulté pour le travail. Donc, nous, la proximité déjà d'un ESAT à Villeparisis nous a permis de travailler d'une façon ponctuelle sur des opérations, des opérations d'étiquetage, des opérations de manutention. Et puis, on s'est aperçu on avait aussi beaucoup à gagner aussi dans comment dirais-je, en recevant ces personnes, en faisant voir aussi à nos personnes valides dans l'entreprise cette ouverture d'esprit, et que c'est la motivation qui est importante. Aujourd'hui, la motivation, elle donne la possibilité de se lever le matin, elle donne la possibilité d'aller s'engager dans quelque chose. Ça, c'est un patron engagé. La réalité aujourd'hui, tous ceux qui viennent sur notre plateau, en tout cas depuis presque 6 mois, ils nous disent on a un mal fou à recruter, parce que parlons un peu de recrutement. Il y a cette volonté d'ouverture, l'école de la deuxième chance, les ESAT, les stages, les alternances, très bien. Est-ce que vous galérez en ce moment à recruter ? Alors, c'est pas depuis cette année. Ouais, ça fait des années. C'est quoi? C'est 2018, c'est 2016, c'est depuis très longtemps. C'est une vieille musique, en fait. Exactement. Depuis très très longtemps. Aujourd'hui, ça s'amplifie, on voit, et puis c'est justement sur les médias, on a un focus important là-dessus. Mais ça fait depuis longtemps. Donc, on n'a pas attendu cette crise pour essayer d'aller vers différentes solutions. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça s'est amplifié puisque certains métiers sont vraiment en carence. Je veux dire, la maintenance, Parce qu'il faut quand même préciser que vous avez des chaînes, j'imagine. Voilà, des chaînes de production. Donc quand ça s'arrête, c'est des coûts énormes pour vous. C'est très compliqué. Donc on a différents métiers, on a du mal à recruter. Alors c'est pour ça qu'on s'est ouvert au plus large possible. Et puis encore une fois de plus, moi je dirais que pour le recrutement, je dis c'est les 3 M pour moi. C'est la motivation, motivation, motivation. Voilà. Ce qui est important, on ne va pas rechercher aujourd'hui forcément la personne exactement que l'on veut. On va l'intégrer à l'entreprise parce qu'elle est motivée, et on va lui donner. On a fait passer cette année un exemple, l'année dernière, des CQP, la montée en compétences. CQP, alors donnez-nous l'acronyme. Le CQP, c'est une. Alors là, comme ça, moi je vais pas pouvoir le sortir, mais c'est la montée en compétences, c'est-à-dire c'est de valoriser. Par un diplôme d'État qui est reconnu par l'État, la qualification technique. Réalisée à l'intérieur de l'entreprise. Exactement. Mais via une formation externe. Donc des gens qui finalement arrivent avec pas grand-chose dans les mains peuvent, grâce au travail qu'ils font chez vous, acquérir un diplôme, quelque chose en main, quoi. Exactement. Et c'est transversal, c'est-à-dire que même s'ils quittent l'entreprise, ils l'ont avec eux. C'est valorisé pour d'autres métiers. Là, votre actualité, quand même, c'est important. Un jeune, une solution, vous en avez forcément entendu parler. Vous le trouvez souple, ce système d'un jeune, une solution, parce qu'il fallait quand même l'inventer. Ça paraît biblique, et pourtant ça n'existait pas, c'est-à-dire permettre à l'offre et à la demande de se rencontrer sur un site. Est-ce que c'est un outil que vous utilisez? Est-ce que là aujourd'hui vous êtes en recherche et que vous cherchez justement sur cette plateforme? Oui, on s'en sert exactement, et c'est relativement facile de l'utiliser. Aujourd'hui, c'est vrai que mettre en relation, comment dirais-je, l'école, notamment la formation, et le concret, l'entreprise, tous les moyens sont bons. Celui-ci en est un moyen qui fonctionne très très bien. Quelques mots, c'est important, puisqu'on a le fondateur et on a le
directeur, qui nous dit motivation. Vous en êtes où aujourd'hui des recrutements? Si je vais sur l'onglet de la biscuiterie, j'imagine que vous en avez un. Combien de postes sont ouverts là? Alors on est en cours de recrutement aujourd'hui, cette année on va embaucher encore 3 à 4 personnes, c'est à peu près tous les ans 3, 4, 5 emplois et aussi de l'alternance, on a à peu près 5 à 7% de nos effectifs qui sont sur des postes techniques. C'est quoi les postes d'alternance? Alors il y a de tous les postes, oui il y a des postes qui sont des postes RH, donc des postes assez capés. Dans les bureaux comme on dit? Dans les bureaux, voilà, partie administrative. J'ai recruté récemment aussi une ingénieure R&D. Qui a fait 6 mois. Qui travaille quoi? Sur la qualité des produits? Sur la qualité. Elle invente voilà, l'amélioration aussi des compositions des produits et surtout sur tous les projets. Donc ça amène une équipe jeune qui est hyper dynamique. Moi, aujourd'hui, j'ai une équipe qui est formidable, que ce soit dans l'atelier où on a des gens performants et qui ont envie d'avancer, et dans l'administratif, des gens aussi très performants. Mais ce que je trouve formidable dans votre discours, Christian, c'est la motivation que vous transmettez là, sur ce plateau, parce que vous êtes venu aussi pour nous dire ça. Comment on fait quand on est la biscuiterie Astruc face aux mastodontes de l'agroalimentaire qui font aussi des biscuits? La marque employeur n'est pas la même. Qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes qui viennent? Vous leur dites, quand tu seras chez nous, tu verras, tu seras bien. C'est ça que vous leur dites? Parce que la marque employeur n'est pas la même que dans les grands groupes. Exactement. Bon, après, c'est cette culture d'entreprise que vous dites, c'est vrai. C'est qu'aujourd'hui, je transmets ma passion, parce que c'est une passion, et qu'aujourd'hui, dans une PME, on est plus reconnu aussi. On a la capacité de faire reconnaître et on est beaucoup plus nous-mêmes à l'écoute de ces jeunes, de ces personnes qui rentrent dans l'entreprise pour, comment dirais-je, valoriser leur travail et pas être noyé finalement dans exactement. Nous sommes comme une équipe de foot, quoi. On a besoin de tout le monde. On peut pas avoir un très bon avant-centre, mais un gardien de but qui vaut rien, parce que en réalité, l'entreprise elle irait à la vitesse la plus faible. Il faut absolument cette dynamique, mais on l'a. Et les jeunes aujourd'hui ont besoin autant de reconnaissance que d'avoir un blaze avec une grande étiquette. La photo, ça leur suffit pas. Ils veulent aussi que dans l'entreprise, et j'ai même envie de dire, parce que je suis persuadé que vous le faites, être reconnu par le patron à ce truc. Exactement. Parce que j'ai l'impression que vos salariés, vous les connaissez tous un par un et qu'il y a un lien humain avec eux. Je les recrute et c'est vrai que je les reçois en évaluation annuelle, tous. Enfin, voilà, on est à l'écoute. Mais aussi, cette représentation de leur travail, ils la voient tous les jours dans les magasins. On est présent dans toute la grande distribution. En frais, je précise. C'est livré frais. Exactement. Ouais. Rayon boulangerie-pâtisserie de la grande distribution. Quand ils vont faire leurs courses, ils voient les produits, ils jugent aussi eux-mêmes leur travail. Et ils voient les clients les prendre. Et ils en sont fiers, ouais. Ce que je leur dis, c'est que j'espère que quand vous êtes devant, vous êtes plutôt en train de le plébisciter, de vous cacher derrière le caddie pour dire c'est pas très beau. Et ça, cette image, c'est direct, ils travaillent et derrière, on a la représentativité et le résultat du travail. Merci Christian Astruc d'être venu nous rendre visite. Vous m'avez donné un peu envie avec vos macarons coco. Là, c'est une énorme erreur. La biscuiterie Astruc qui s'engage, puisque vous êtes très engagé sur l'inclusion, on l'a vu. Et puis, il y a 5 recrutements, vous êtes en cours de recrutement. Et vous serez reçu, évidemment, par Christian Astruc. Vous l'aurez compris, c'est lui qui, un par un, recrute ses collaborateurs. Il a l'air sympathique. Merci. Christian d'être venu nous rendre visite. On fait une courte pause et on va s'intéresser dans le cercle RH, le débat de Smart Job, au chômage. Tiens, justement, on vient d'évoquer ces questions. Le chômage, au-delà des statistiques, au-delà des chiffres, sont des femmes, des hommes qui souvent ont des difficultés de santé, des difficultés psychologiques, se soignent mal, se soignent pas. On en parle avec nos invités dans quelques instants. Le chômage est un mal qui ronge et on n'en parle pas assez souvent. On fait le point dans notre débat dans quelques instants, après cette pause. Le cercle RH, le débat quotidien de Smart Job. On parle des demandeurs, demandeuses d'emploi. On parle du chômage. Alors, sur le plan statistique, le chômage a baissé. Et c'est vrai que c'est une communication médiatique régulière, mensuelle, où on voit régulièrement les chiffres du chômage et le chômage reculer. Sauf que derrière ceux qui restent demandeurs d'emploi, il y a des femmes, il y a des hommes, et qui vivent souvent des situations délicates, difficiles, sur le plan de la santé, santé mentale, la peur de l'oubli, le déclassement, l'isolement, et puis parfois des dégradations de santé tout court, parce qu'on est affecté. Et c'est très compliqué finalement d'aller à leur rencontre.
compte, c'est pas si simple, et on va en parler avec mes invités, bien au-delà des statistiques, parce que c'est vrai qu'on exhibe les statistiques du chômage sans voir que derrière, il y a des êtres humains. On en parle avec Sophie Fesneau. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Sophie, directrice générale de l'association Force Femmes. Et on en parlera avec vous dans quelques instants. Vous essayez en tout cas de toucher ces femmes cadres, principalement cadres, qui se retrouvent à 45 ans, 40 ans, au chômage. 45 ans, donc entre 45... Des seniors, comme on dit. Oui, alors c'est assez terrible, mais à 45 ans sur le marché de l'emploi, quel horrible mot. Déjà des seniors. Et donc c'est des femmes entre 45 et 60 ans qui se tournent vers nous dans 10 villes en France, autour de nos 10 antennes, pour effectivement bénéficier d'un accompagnement pour redéfinir leur projet professionnel et retrouver un emploi ou créer leur entreprise. Et créer l'entreprise, ça marche les entreprises en ce moment. On a vu les chiffres là récents. Vincent Godbout, merci de revenir sur notre plateau. C'est un plaisir de vous accueillir. Délégué général de Solidarité Nouvelle face au chômage. Et je voudrais montrer ce document, la santé au risque du chômage, avec Force Femmes, avec Territoire Zéro Chômeur de longue durée, la Cravate Solidaire et Solidarité Nouvelle face au chômage, qui est une synthèse d'une enquête sur la santé des demandeurs d'emploi. Voilà, je vous le montre, c'est très détaillé. Et d'ailleurs, on a extrait quelques chiffres de cette étude menée de mars à juin 2021, donc on était en plein Covid. En plein Covid, parce que pour nous, c'était extrêmement important, 3 ans après notre premier rapport sur cette question, de revenir avec d'autres acteurs sur cette question de la santé au chômage en pleine crise sanitaire. Vincent Godbout, je vous pose la question et je la pose évidemment aussi à Sophie. Encore une fois, je leur dis pour commencer notre débat, on parle du chômage en termes de statistiques, d'enjeux politiques, c'est-à-dire on fait reculer le chômage, il y a le chômage de masse, les politiques agissent. On ne parle jamais de ce sujet de la santé et du chômage. Qu'est-ce que ça provoque lorsque un salarié apprend que dans les semaines qui viennent, elle va tomber, on dit souvent tomber dans le chômage? Qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque un choc psychologique d'abord, et donc les personnes que l'on rencontre, il faut d'abord leur permettre de vivre le deuil. Des psychologues expliquent ça beaucoup mieux que moi, mais il y a une phase de deuil du travail précédent. C'est la mort sans travail. C'est la mort sans travail. Mais c'est aussi la mort sans réseau social. Parce que quand vous êtes au travail, vous rencontrez des collègues, vous rencontrez des clients, vous rencontrez des fournisseurs. Et du jour au lendemain, vous n'avez plus de boîte mail pro, vous n'avez plus ce type de relation. Plus le badge pour entrer ? Plus le badge pour rentrer, et on considère à Solidarité Nouvelle face au chômage qu'en 9 mois, vous vous retrouvez seul. Donc une dégradation psychologique. Donc dégradation psychologique, donc dégradation du lien social, donc éventuellement dans certains cas, naissance d'addiction et apparition d'addiction, alcool, drogue, stupéfiants, tabac, etc. Et puis, évidemment, diminution des revenus économiques, ce qui contraint, mais je pense que nous y reviendrons parfois, les personnes à faire des choix entre la possibilité de se nourrir correctement et donc d'avoir une bonne santé physique. Vous nous dites implicitement sans le dire que d'abord il y a aussi une perte de pouvoir d'achat. Bien sûr. Il y a des carences, on va en parler, il y a des 6 mois où pendant 6 mois on n'a pas un revenu et que tout d'un coup on mange moins bien, que tout d'un coup on sort plus et que tout d'un coup on se dégrade. Tout s'affaisse. C'est un diagnostic réel, vous les croisez, ces femmes. C'est ça l'histoire typologique. C'est ça l'histoire typologique, et on constate que souvent elles viennent à Force Femmes au bout de ces 9 mois, en fait, justement. Puisque il y a les premiers mois où effectivement on se dit que ça va aller, qu'on va rebondir, et au bout de quelques mois, effectivement, l'isolement prend le pas, et on s'aperçoit qu'a priori on va avoir du mal à s'en sortir tout seul. Surtout que dans beaucoup de cas, pour les femmes qui viennent à nous, elles ont pu être en poste de longue durée, en fait, par exemple 10 ans, 15 ans dans une avec entreprise. Des responsabilités, puisque vous parlez de cadre. Avec des responsabilités. Vous avez une existence sociale. Et donc au moment où ça s'arrête, on se dit d'emblée que ça va aller, puisque effectivement on avait un poste cadre, une existence sociale, et on s'aperçoit effectivement qu'on se retrouve isolé, et c'est là on va dire, les difficultés psychologiques commencent. Et la première raison qui leur fait pousser la porte de Force Femmes, c'est la perte de confiance en soi, évidemment, avec effectivement la santé psychique qui se dégrade. On a quelques chiffres qu'on va voir sur la dégradation de l'état de santé qui est due au chômage des personnes qui avaient été interrogées il y a un petit peu moins d'1 an. Sur les divorces, parce que le cinéma, la fiction s'est emparée. Alors on voit le chiffre, 38 personnes. Moi j'avais annoncé 60, mais on peut citer ce chiffre-là. 38% des personnes interrogées évoquent une dégradation de leur état de santé. Et puis restons sur le 60%. 60% estiment que la dégradation de leur état de santé est due au chômage. Voilà, ça ce sont des éléments factuels.
les divorces, puisqu'on parle d'une dégradation psychologique, d'un manque de confiance, et tristement, souvent, le couple se délite. Est-ce que vous le constatez ? Alors, je ne sais pas si le couple se délite à cette occasion-là. Ce que je sais, c'est qu'en moyenne, chez Force Femmes, 30% des femmes qu'on accompagne sont divorcées. Donc, ça rajoute effectivement une difficulté d'ordre financier et d'ordre psychologique, puisque effectivement, ça s'arrête et ça va se coupler aussi à l'âge plus de 45 ans. Le fait de devoir aider ses parents âgés, d'aider ses enfants qui peinent à rentrer sur le marché de l'emploi. Donc, nous, c'est ça. C'est ce cumul des difficultés qui dégrade la santé psychologique, effectivement, qu'on voit dans les femmes qu'on accompagne. Vincent Godbout, 60% estiment que leur dégradation de leur état de santé est due au chômage. Vous êtes un des acteurs, vous faites partie de ces acteurs qui travaillaient à l'accompagnement humain aussi, au-delà des chiffres. Oui. Qu'est-ce que font les pouvoirs publics ? Parce qu'il y a des structures associatives, il y a Force Femmes, il y a ce que vous faites, qui est un boulot incroyable, mais on n'en parle jamais dans les médias mainstream. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que suite à notre rapport qu'on avait sorti en 2018, Pôle emploi nous a remerciés publiquement en disant « Vous nous avez permis de prendre conscience du fait que… Oui. » Ce qui est très intéressant, invisible, quoi. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que la semaine dernière, la ministre du Travail a lancé une expérimentation avec Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi de longue durée où la question de santé va être prise en compte. C'est une expérimentation. C'est-à-dire concrètement dans 12 agences. Et donc, il y a des conseillers qui vont être plus spécialisés dans ces 12 agences de Pôle emploi sur ces questions de santé. Et donc, en fait, c'était une de nos questions dans notre rapport en commun de publier cette fin d'année. Suite au témoignage des personnes accompagnées, c'est il faut que les personnes du service public de l'emploi s'emparent de cette problématique. Il faut qu'il y ait des gens qui soient formés. Alors, certes, il y a les psychologues du travail à Pôle emploi, qui sont peu connus. Il y en a 1000 à peu près, 1000, 1500. Peu connus. Peu médiatisés. Voilà. Mais il y a aussi toutes ces questions de sensibilisation du conseiller à cette question de... Le conseiller, bien sûr. Du conseiller en propre. Il y a quelqu'un qui est abattu, Est-ce qu'il doit, dans les questionnaires, parce qu'il y a quand même des questionnaires types, rajouter avez-vous des problèmes de santé depuis quand êtes-vous allé voir le médecin ? Est-ce qu'il peut aller jusque-là dans l'expérimentation ? À ce stade, ce n'est pas dans les documents. Mais c'est ce qu'évidemment nous souhaitons. Mais évidemment, derrière, il y a beaucoup de problèmes de confidentialité. Évidemment. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes très fiers que Pôle emploi et la CNAM aient signé une convention ensemble, parce que derrière, il y a évidemment des échanges de données qui sont extrêmement importants, mais il faut aller plus vite. On a des chiffres sur le nombre, parce que ce rapport, cette étude donc été bâtie sur près de 1000 répondants. On a des chiffres précis des personnes que vous souhaitez toucher ? Non. On n'a pas de chiffres. Non. Alors la CNAM a certainement des statistiques. Pôle emploi également, mais non. On a un ordre de grandeur ? Alors, on a, nous, un ordre de grandeur sur... Par les membres qui poussent la porte ? Alors, ce qu'on sait, nous, c'est qu'il y a 845 000 femmes au chômage de plus de 45 ans en France. Ensuite, on sait la proportion qui ne reste pas en accompagnement chez Force Femmes parce que, justement, elles ont d'autres difficultés, que ce soit la santé psychique, ça peut aller jusqu'au mal logement, et où, effectivement, nous, on les réoriente vers les structures adaptées. Et donc, on voit, effectivement, ce pourcentage de femmes qui nous quittent pour ces raisons parce qu'elles ne sont pas du coup aptes à rechercher un emploi à ce moment-là tant que ces questions ne sont pas résolues, et c'est de l'ordre de 15%. Est-ce que c'est une parole, je dirais, cadenassée, la parole des hommes et des femmes au chômage, souvent de longue durée, qui sont en perte de confiance ? C'est des gens qui souvent se replient sur eux-mêmes et qui ont un besoin fou au moins de poser leur bagage et de raconter leur histoire. Est-ce que vous l'avez vécu, j'imagine ? C'est la première étape, ça. Racontez-moi donc. Nos bénévoles le voient au quotidien. Effectivement, c'est la première étape, en effet. Et qui peut durer tout au long des 9 mois d'accompagnement, d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'on peut déceler, effectivement, ce type de problème. Même analyse chez vous ? Même analyse. On n'est pas là pour juger. Donc, les personnes s'expriment librement sur l'ensemble des difficultés qu'elles ont. Il faut quand même noter, il faut quand même voir un peu où ça coince. Nous, on n'est pas là pour juger. On est simplement là pour apporter au pouvoir public et aux décideurs des questionnements et des propositions que nous font les personnes qui vivent ces situations de chômage. Et puis je reviens sur un point tout à l'heure. Comme disait Sophie, les gens, on les voit arriver au bout de 9 mois. De plus en plus, il y a des ruptures conventionnelles. Les gens disent, je pars, j'ai un peu d'argent, je suis tranquille pendant quelques mois. Nous, avec des carences chômage, il faut le préciser, souvent les gens s'en aperçoivent que trop tard. Tout à fait. Et nous, de notre responsabilité associative, il est de dire,
ne laissez pas le temps filer. Oui, tout à fait. Faites-vous accompagner le plus tôt possible. Vous les invitez, parce que c'est un peu un débat politique qui a agité la campagne présidentielle, sur l'idée de on réforme l'assurance chômage parce qu'il faut qu'avec cette pénurie de main-d'œuvre, il faut que les gens se remettent en mouvement. Qu'est-ce qu'ils vous répondent d'ailleurs? Parce que c'est pas si simple. Ce qu'ils nous répondent, alors là, si, c'est très simple. Ce qu'ils nous répondent, c'est nous sommes mis en concurrence avec d'autres personnes qui sont en pleine forme. Mais nous, on ne s'est pas préoccupé de notre santé pendant que nous étions au chômage. Et donc, on me demande d'être le meilleur au moment où je suis le plus faible. Et donc, face à d'autres candidats, j'arrive pas à trouver cet emploi. Ça, c'est intéressant. Donc, c'est quand même entre le point A du départ de l'entreprise et le moment où il vous rencontre, on a un individu dont l'état psychologique s'est effrité, s'est dégradé et qui n'a plus le punch pour aller faire les entretiens. C'est bien ça, Sophie? Ça. Et effectivement, nous, on essaye de communiquer pour que les femmes viennent à Force Femmes tout de suite, en fait, parce que comme on s'aperçoit qu'il y a ce délai où C'est comme une maladie, il faut la traiter très vite. Tout à fait. Oui, alors effectivement, dit comme ça, mais en effet, vous avez raison, il faut la traiter très vite parce qu'au moment où on part, on est encore un petit peu sous le choc, mais malgré tout dans de bonnes dispositions pour rebondir, en tout cas pour les femmes qui sont accompagnées par Force Femmes. Et plus le temps passe, plus on s'aperçoit que c'est franchement l'isolement, en fait, la principale difficulté. Donc le manque de parole, le manque de parole, de dire les choses. Poser les mots sur les difficultés qu'on va rencontrer et puis aussi poser les mots sur le fait qu'on pensait avoir rapidement des entretiens, parce que par exemple à 45 ans, pourquoi on se dit je suis en pleine forme, ça va repartir, mais c'est bien sûr. Évidemment, bien sûr, et on n'a pas intégré que cette difficulté sur le marché de l'emploi allait effectivement... on ne veut pas le voir. Et puis honnêtement, à 45 ans... C'est vrai. Il y a l'expérience. Il y a l'expérience, il y a... Il y a l'expérience, il y a la confiance en soi, il y a le fait qu'on quitte un poste sur lequel on avait des responsabilités où ça se passait plutôt bien. Et donc effectivement, on ne se dit pas d'emblée, ça va être problématique. Et ça érode la confiance en soi et ça effrite la santé psychologique de s'apercevoir qu'on ne s'est peut-être pas confronté au marché de l'emploi pendant les 10 années précédentes et qu'au moment où on y retourne, en fait, c'est bien plus complexe que ce qu'on avait imaginé. Donc, pour qu'on termine cette page, vous les invitez quand même à être le plus proactif lorsqu'une annonce passe. Vous leur dites, attendez, ça correspond peut-être pas tout à fait à votre... mais allez-y, reprenez le chemin du travail. C'est ça que vous leur dites? On leur dit à eux, mais on le dit aussi à tout le monde. Et à tout le monde, parce que dans notre entourage, on a forcément quelqu'un qui demain va tomber au chômage, Et c'est de notre responsabilité que de lui dire à cette personne, mais fais-toi accompagner le plus tôt possible. Les associations le démontrent au quotidien, les personnes que nous accompagnons. Reste pas dans ton coin. Reste pas dans ton coin seul. Va parler, va t'asseoir dans les assos, va t'exprimer. Et en plus, il y a une forme de bilan de compétences chez vous, si j'ai compris. On vous remettez un peu d'équerre, tout ça? Oui, c'est ça. Et que ce soit pour retrouver un emploi salarié ou monter une entreprise, c'est vraiment ça le message. Ne reste pas seul, va discuter de ton projet. Regardons tout de suite si effectivement c'est viable, si le secteur d'activité, pour une entreprise qu'on voudrait créer, pour retrouver un emploi salarié, est-ce que le secteur d'activité où tu étais, c'est encore possible, ou est-ce qu'il va falloir envisager de se repositionner sur d'autres secteurs? Et ça, c'est un travail que nous aussi, on a à faire, c'est-à-dire le deuil de retrouver... on en revient au début de notre entretien, c'est-à-dire faire le deuil définitif d'un métier qu'on aimait, mais on s'est rendu compte que le secteur était bouché ou que le métier disparaissait. Donc là, c'est un deuil douloureux. Ça, c'est un deuil douloureux. Parce qu'il faut se reformer, Sophie. Il faut se reformer et il faut se dire qu'effectivement, les 15 ans d'expérience qu'on a acquis seront certes transférables, mais qu'en l'occurrence, on ne retrouvera pas l'équivalent dans le domaine qu'on aimait potentiellement bien. Il y a quand même un chiffre qui est très lié à ce que vous dites. Il y a manque de confiance, difficulté finalement à se remettre en question, à basculer vers autre chose. C'est pas simple, même quand on a 45 ans. Et puis il y a quand même des sacrifices que font les demandeuses et demandeurs d'emploi sur l'alimentation, vous l'évoquiez, mais là il y a ce chiffre, 22% des répondants disent avoir renoncé à des soins pour raisons financières. On va plus chez le dentiste, on va pas chez l'ophtalmo. C'est ça, hein? On va plus nulle part, puisque de toute façon on est seul et qu'on a le sentiment, pas que le sentiment, mais qu'il risque d'y avoir un reste à charge également à payer. Et donc on ne se soigne plus. Et on ne prend pas de mutuelle. Et on ne prend pas de mutuelle. C'est ça la réalité. Bien sûr, c'est que la mutuelle, on l'avait dans l'entreprise. Et on la perd soudain, cette mutuelle. Et si ça fait plus d'un an, on avait bénéficié du prolongement et on se dit, bah non, là j'arrête. Et en fait, finalement, ça peut reprendre encore plus d'un an à retrouver un emploi, donc potentiellement sans cette mutuelle. Et je reviens sur la question du deuil. Il y a
le secteur d'activité, mais aussi souvent le fait de ne pas retrouver un emploi rémunéré au même niveau que le précédent. Ça, c'est l'exigence aussi de dire je gagnais tant. Il n'est pas acceptable de. Mais qu'est-ce que vous conseillez sur ce sujet? Parce que ça aussi, c'est un sujet sensible. Nous, on ne conseille pas. Ce qu'on constate, par contre, c'est que nombre de personnes qui sont en recherche d'emploi acceptent de diminuer leur rémunération. C'est dur, psychologiquement. C'est très dur psychologiquement. Ça fait partie du circuit, mais ce qu'il faut dire surtout, c'est que beaucoup de chercheurs d'emploi acceptent de diminuer un peu les prétentions et leurs prétentions. Alors, c'est humiliant, certes, mais contrairement au discours un peu ambiant, les personnes acceptent de baisser leurs prétentions. Et ça, c'est extrêmement important de le signaler aussi, quoi. Statistiquement, nous, dans les enquêtes qu'on mène post-accompagnement, c'est une vraie réalité et c'est un pourcentage de l'ordre de 40%. Je ne veux pas vous emmener sur le terrain de la campagne présidentielle ou de la réforme de l'assurance chômage, mais vous la suivez, puisqu'il y a des impacts directs sur ceux que vous recevez. Donc, ils vous en parlent. Cette espèce d'adéquation entre l'idée que les demandeurs d'emploi seraient de gigantesques feignants et n'iraient pas chercher l'emploi, vous avez en face de vous des femmes et des hommes. Quel regard vous portez sur cette question tellement caricaturale? Nous, c'est très simple. L'ensemble des candidats ou candidates à la présidentielle, nous les invitons à venir nous rencontrer à Solidarité Nouvelle face au chômage, ainsi que les personnes qui sont en recherche d'emploi. Les 4000 personnes que nous accompagnons chaque année sont des personnes qui cherchent du boulot. Et on peut le démontrer à tous les candidats. Et il est d'une responsabilité et des politiciens d'arrêter les petites phrases disant qu'on va trouver facilement, etc. Stigmatisantes. Et franchement, mais venez rencontrer les personnes que nous accompagnons au quotidien. Vous verrez le boulot formidable qui est fait par les bénévoles, que ce soit chez Force Femmes, Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée, La Cravate Solidaire, SNC chez nous. Il y a des personnes qui s'engagent, qui donnent de leur temps, qui partagent de leurs revenus en étant généreux, faisant des dons aux associations pour qu'on puisse avoir les moyens d'accompagner ces personnes. En face, il y a des personnes qui nous contactent pour être accompagnées. Ils doivent être désœuvrés quand ils entendent ce débat, ces personnes qui vous disent « Mais attendez, j'ai envoyé 50 CV ». Il faut changer de regard sur les personnes qui sont en recherche d'emploi. C'est un peu comme le mot senior, j'ai presque envie de dire, c'est même dans la terminologie, parce que tout d'un coup, t'es demandeur d'emploi, hop, on a basculé, on n'est plus dans le même monde. Vous voyez, on est isolé d'un coup par ce mot. On est isolé par ce mot et effectivement, les gens qu'on accompagne cherchent réellement un emploi. Ça me rassure, parce que c'est important d'entendre les acteurs. Effectivement, ce qui se passe aussi, c'est qu'avec le digital, on envoie effectivement 100 candidatures et il ne se passe rien parce que ces nouveaux canaux, c'est quand même assez différent de ce qui pouvait se passer quand les personnes cherchaient il y a 10 ans. Maintenant, elles sont confrontées à ça. Et qui demande, vous dites, une petite maîtrise, j'imagine, un tout petit peu de Vista. Oui. Parce qu'on envoie. Puis et on a le sentiment, on se sent encore plus nul, d'après ce que je peux constater, parce qu'il y a zéro retour. Or, c'est juste le jeu. Quand on postule à quelque chose sur LinkedIn, il y a 450 candidatures. Donc, de fait, il n'y aura pas de réponse. Mais pour les demandeurs d'emploi, c'est extrêmement difficile à vivre. Mais Vincent Godbout. Le moment est peut-être venu aussi pour les recruteurs de se réinterroger sur leur méthode de recrutement et d'intégration dans l'emploi, notamment de ces chercheurs d'emploi. C'est la raison pour laquelle on a monté un laboratoire à SNC qui s'appelle le laboratoire des entreprises engagées, où ensemble, on essaie de co-construire des expérimentations pour recruter de nouvelles manières et pour intégrer ces personnes qui ont connu des périodes de chômage avec peut-être des méthodes différentes. Dernière partie de l'émission alors j'aime le terme, on a la médecine du travail qui est d'ailleurs assez contestée dans son organisation, certains souhaitent la réformer, d'autres la supprimer, mais certains évoquent, et vous en faites partie, la création d'une médecine du chômage. Ça c'est une idée intéressante, je vois lever les yeux au ciel, c'est un peu exagéré, c'est une formule journalistique ou est-ce qu'il faudrait avoir un vrai service au sein de Pôle emploi, dans les lieux où les demandeurs d'emploi se présentent, pour les ventiler, pour les aider? Ça n'existe pas, hormis le psychologue Pôle emploi. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on sait que tous, parmi nous, allons connaître une période de chômage, à un moment de notre vie. Donc en fait, le chômage fait partie de la vie au travail. Et donc, effectivement, pourquoi la médecine du travail ne se préoccuperait-elle pas aussi des personnes qui sont en recherche d'emploi? C'est-à-dire les prendre en charge comme un salarié. Exactement, parce que c'est aussi préparer pour le prochain employeur le fait que la personne qu'il recrutera soit en bonne santé. Et ça, ce serait extrêmement intéressant et non stigmatisant, parce que si on crée une médecine des chômeurs... Automatiquement, c'est le dispensaire pour les chômeurs.
Je suis entièrement d'accord. D'où le fait que vous leviez les yeux au ciel, parce qu'il faut l'intégrer Exactement. à la structure de la médecine du travail. Vous êtes sur la même ligne parce que vous avez des femmes, vous me disiez tout à l'heure, elles étaient dépressives, parfois addictives. Comment on fait avec ces profils? Alors effectivement, on a un déficit, on est en peine pour les orienter, en effet, parce qu'en l'occurrence, chez Pôle emploi, on voit qu'elles ne le sont pas. Et chez nous, pas forcément non plus, puisque nos bénévoles savent les réorienter sur le marché de l'emploi, mais n'ont pas forcément la compétence. Donc on a créé des annuaires, on essaye de créer en lien avec les bénévoles des façons de pouvoir les orienter vers les bons organismes, mais il y a clairement un déficit. On travaille aussi avec certaines entreprises comme Clésia, par exemple, dont c'est la compétence, et quand on décèle via nos bénévoles des situations difficiles sur le plan de la santé psychique ou physique, ils nous aident en jouant ce rôle de hub pour les orienter, mais en effet, ça reste parcellaire. Les femmes, puisque vous traitez des femmes, mais il y a aussi bien sûr des hommes, il ne faut pas les oublier, qui aussi sont souvent chefs de famille et c'est souvent un écroulement. C'est quoi les typologies de maladies ou de déviance ou de dérive? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les profils? Beaucoup de dépression, j'imagine? D'abattement? Chez les femmes? Chez les femmes? Oui, c'est dépression, abattement et sentiment qu'on ne va pas s'en sortir et qu'on est... Alors, comme elles sont en majorité, une grande part est divorcée, il y a ce côté, effectivement, soutien de famille et où les choses s'effondrent autour, puisqu'il faut aider les parents âgés, il faut aider les jeunes qui rentrent sur le marché de l'emploi. Et du coup, cette situation pour la femme seule, effectivement, est encore plus compliquée. Et intenable. Et les hommes sont très touchés psychologiquement aussi, puisqu'on parle des femmes, les familles dites monoparentales, on l'a entendu, mais l'homme, père de famille, le cinéma s'est emparé de ces sujets et on voit souvent des films dramatiques parce que c'est un homme qui fait croire, même parfois, qu'il a gardé son emploi et qu'il ne l'a plus. Exactement. C'est son orgueil, c'est sa virilité. La problématique est exactement la même et des psychologues ont travaillé sur cette question. Le nombre de suicides chez les chômeurs, hommes ou femmes, est extrêmement important. Le CNRS a travaillé à cette question. Oui, vous l'évoquiez, le chiffre était extravagant. C'est extrêmement important. Et donc, effectivement, ce problème de dépression est majeur. C'est vraiment un problème majeur chez les personnes que nous accompagnons. Et on parle trop peu de l'impact, effectivement, que ça a. Je ne suis pas là pour faire la morale, mais sur la vie de famille et sur les enfants. Et pas forcément les enfants qui prennent une activité, mais aussi les enfants scolarisés, qui ne partent plus en vacances, etc. Et qui voient leur père à la maison quand ils rentrent de l'école. Ça crée un décalage. Juste avant de nous quitter, parce que vous êtes des acteurs, j'imagine, vous aiguillonnez, sollicitez les pouvoirs publics et ceux qui nous gouvernent. Quelles sont vos deux propositions? Qu'est-ce que l'on doit faire urgemment, que le nouveau président ou présidente qui arrivera en avril prochain doit faire urgemment? Les deux mesures pour vous, Vincent Godbout. Sur la question de la santé, évidemment, donc c'est aller beaucoup plus vite sur l'expérimentation de Pôle emploi et sortir des 12 agences, mais passer à 1000 ou 2000 agences. Généraliser le dispositif de prise en compte par l'agent des problématiques de santé. Alors, tout en ayant conscience des problèmes derrière, mais que les gens soient formés, sensibilisés à cette question. Et à l'écoute de ça. Et à l'écoute. Et la deuxième proposition qu'on aurait à faire sur le champ de la santé, on en a d'autres, on en a une dizaine d'autres, mais sur le champ de la santé, ce serait que les chercheurs et chercheuses d'emploi bénéficient de visites médicales régulières, spécifiques à des personnes qui sont au chômage. Ça veut dire derrière... Intégrer à la médecine du travail. Intégrer à la médecine du travail et que les médecins de ville aient au cours de leur cursus de formation un module de sensibilisation à c'est quoi le chômage. À l'intérieur des universités de médecine, fac de médecine, donc dès la formation. Dès la formation. Sophie Fesneau, vos propositions concrètes, si vous aviez à vous exprimer face aux candidats à l'élection présidentielle. Alors, on est évidemment en phase chez Force Femmes avec les propositions de Vincent. Nous, Il fait une petite moue, Vincent. Non, c'est pas les propositions de Vincent, c'est les propositions de SNC, mais... de Vincent représentant SNC. Allez-y, Sophie. Et donc, pour nous, c'est vraiment le fait, quand vous parliez tout à l'heure de changer les méthodes, de faire évoluer les méthodes de recrutement. Donc, on travaille beaucoup, nous, avec des entreprises et des cabinets de recrutement sur ce sujet-là,
pour la question des seniors et notamment pour la question des femmes. Très important. Et on milite aussi beaucoup sur le fait que si elles arrivent chez nous, c'est qu'elles ne sont pas suffisamment formées et sensibilisées sur les 10 ans avant que le problème ne se pose, en fait, dans les entreprises. Et on pense que c'est vraiment à ce moment-là que tout se joue. Donc ça joue dans l'entreprise. Oui, oui. Eh oui. Oui, tout Et à comme fait. dit- Ça se joue aussi dans l'entreprise. Vous êtes Et d'accord? comme dit Sophie pour Force Femmes, il faut effectivement qu'il y ait un grand programme de prévention du chômage qui soit mis en place, notamment avant la deuxième Donc, partie de c'est comme- carrière. Excusez-moi, et encore une fois, c'est pas impropre, mais comme pour les maladies, on peut les éviter si on fait un gros Oui. travail de prévention. C'est une ça l'idée quand même. conviction. Oui. Dans C'est cette une idée conviction. d'une préparation psychologique, dans l'idée que, et vous l'avez répété plusieurs fois, un jour, peut-être, vous passerez par une phase de chômage. Et donc il faut la passer dans les meilleures conditions. C'est ça aussi votre message. C'est exactement ça. Et chacun d'entre nous avons notre rôle à jouer. C'est vraiment une responsabilité de citoyen, une responsabilité citoyenne que de dire à nos voisins, à nos frères, à nos sœurs, à nos parents, tu tombes au chômage, tu te fais accompagner le plus vite possible. Ça sera le message de notre émission. Oui, tout à fait. C'est Merci. aussi le message de Force Femmes, le plus vite possible, effectivement, rejoignez-nous. La santé au risque du chômage, une synthèse mars-juin 2021 avec presque 1000 personnes interrogées. Force Femmes, territoire zéro chômeur, la cravate solidaire et solidarité nouvelle face au chômage. Ça, c'est ce document avec des statistiques, des graphiques, plein de choses pour les chercheurs et ceux qui sont à Pôle emploi qui veulent s'y intéresser. Merci à Vincent Godbout, le directeur, le délégué général Solidarité nouvelle face au chômage. Et merci à Sophie Fesneau. Vous êtes la directrice générale de l'association Force Femmes. Allez rapidement, le plus vite possible, voir des associations si vous sentez que ça fléchit. Ne vous isolez pas. Voilà le message de notre débat. Merci d'être venu nous rendre visite. Merci. Et vous revenez évidemment quand vous le souhaitez dans notre émission. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. Tiens, on va avoir un recruteur. Peut-être a-t-il entendu notre débat sur les transformations des techniques, modèles de recrutement. On accueille Thierry Bismuth et il nous parle des indépendants. Oui, il y a beaucoup de demandeurs d'emploi qui veulent aussi créer leur entreprise. On en parle avec lui, les indépendants. Fenêtre sur l'emploi. D'ailleurs, en lien avec le débat que nous venons d'avoir, on reçoit Thierry Bismuth. Ravi de vous retrouver, Thierry. Je ne vous ai pas souhaité une bonne année, puisqu'on ne s'est pas vu. Belle année à vous. Si, on s'était vu dans les tout premiers jours, le 3 janvier. Bon, je vous souhaite une bonne année. Je ne sais pas si ça porte chance ou pas. Fondateur réseau Odyssée RH. Et on parle avec vous. Alors, c'est très intéressant, puisqu'on a évoqué tout à l'heure ces demandeurs d'emploi qui parfois créent leur entreprise. Oui. Vous êtes venu nous parler aujourd'hui de l'indépendance. Pourquoi pas Le pourquoi pas a beaucoup d'importance. Oui, c'est-à-dire que chez Odyssée, effectivement, moi, ça fait écho à ce que j'ai entendu à l'instant qui était passionnant. Chez Odyssée, on interviewe chaque mois autour de 15 000 candidats. On les interviewe parce qu'on leur propose soit des CDI, soit des statuts d'indépendants, soit des créations d'entreprises dans le cadre des franchises que nous accompagnons. Et à cette question de est-ce que vous seriez à l'écoute d'un projet entrepreneurial, c'est comme ça qu'on la pose, on a à peu près 10% des gens qui nous disent « tiens, dites-moi plus ». Donc 10% des gens, c'est pas mal, c'est beaucoup. C'est vrai, je fais écho à ce qui vient d'être dit, que c'est en partie des gens qui, cherchant un emploi depuis quelques temps, ont compris qu'il faut imaginer un plan B qui pourrait être l'entrepreneuriat en parallèle ou en alternative du CDI. Il se raccroche à une autre branche, quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'on a une proportion qui est relativement importante parce que comme on va chercher nous des gens qui sont en phase de transition professionnelle, soit qu'ils viennent de quitter un emploi, soit qu'ils envisagent de le quitter, et bien effectivement une partie importante d'entre eux l'envisagent parce que la création d'entreprise se fait quand même souvent à des moments où on est en transition. Quand on est bien dans son job depuis 5 ou 7 ans, que la vie est belle, on n'a pas de raison de se poser la question de l'entrepreneuriat. Alors, ce qui est important dans votre présence aujourd'hui, c'est que vous nous dites qu'il faut se poser les bonnes questions. Oui, parce qu'effectivement, c'est très à la mode l'entrepreneuriat. En 2021, on a encore battu un record avec plus d'1 million d'entreprises Les créées. chiffres sont extravagants, là. Qui était déjà un record par rapport à 2020, qui était un record par rapport à 2019, et on peut remonter assez loin comme ça chaque année. Je veux quand même rappeler, dans cette tendance euphorique, qu'en entrepreneuriat, la règle, c'est l'échec. C'est-à-dire qu'il ne faut quand même pas oublier que 50% des boîtes déposent le bilan dans les 5 ans qui suivent leur création. Et donc, je ne voudrais pas qu'on oublie un peu ça quand on se pose la question de l'entrepreneuriat. Il faut, encore une fois, je redis le chiffre, il est important, 50% des boîtes ont disparu 5 ans après. Et donc, et je rappelle également, et ça fait écho au débat juste avant, que l'échec entrepreneurial, il a des conséquences bien plus importantes que de se planter dans un job. Je me plante dans un job, c'est grave, mais c'est pas dramatique. J'y ai rarement investi d'argent, j'y ai investi du temps et de l'énergie, mais pas d'argent. Quand je me plante en projet entrepreneurial, en plus selon le statut que j'avais, j'ai cotisé ou pas au Pôle emploi, et donc j'ai cumulé ou pas des droits complémentaires. Et parfois, j'ai rien. Hein. Et voilà. Et donc, la conséquence d'un échec entrepreneurial qui est très fréquente est beaucoup plus importante. C'est pour ça que je dis aux entrepreneurs que nous accompagnons chez Odyssée, posez-vous des questions avant de vous lancer. Et la question, c'est pas j'y vais pas, c'est plutôt dans quoi je vais aller. Parce qu'on a trop de gens... Le secteur, ouais, déjà. On a trop de gens qui nous disent « Ah ben moi, il y a un métier que je sens bien,
il y a un truc dont j'ai envie, bon. Voilà. Au doigt, quoi, un peu Ouais, comme ça. c'est ça. Et en fait, au doigt mouillé. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on leur recommande, c'est de ne pas choisir un univers, un secteur, mais de choisir un quotidien. Et c'est très différent. Moi, par exemple, si j'aime le sport, je ne vais pas tout de suite me dire j'ai envie de monter une salle de sport. Parce qu'il y a une différence entre aimer le sport en tant que consommateur et gérer une salle, gérer des équipes, gérer du matériel, nettoyer les douches, gérer des horaires. D'ailleurs, c'est le meilleur moyen pour plus faire de sport. Hein. Ah oui, en plus. Non, notamment. mais vraiment, de ne plus pouvoir utiliser les outils, quoi. C'est pareil pour la restauration. On a beau aimer manger, voire cuisiner à la maison, il y a une différence entre aimer cuisiner à la maison et rentrer tous les soirs à 1h du mat avec des brigades, avec 100% de turnover et toutes les migraines. Et je pourrais comme ça égrener tous les secteurs. Si j'aime la mode, il y a une différence entre aimer la mode et vouloir ouvrir une grille tous les matins à 9h et la fermer le samedi soir compris à 19h tous les jours. Si j'aime l'immobilier, vous avez compris l'idée. Ouais. Bon voilà, c'est-à-dire que Principe de réalité aussi. Hein. Ouais, c'est intéressant notamment dans l'IMO parce que tout le monde adore l'IMO grâce à Stéphane Plaza, tant pis citons-le. Il y a plein de gens qui nous disent on adore l'IMO, Stéphane Plaza. Il donne envie. Hein. Ouais, sauf qu'on a oublié de leur dire dans les émissions à la télé qu'il faut prospecter 4 heures par jour, que entre le moment où je commence à prospecter et le moment où je vais encaisser, il va se passer 6 mois avec les délais de notaire et tout le reste, que je suis dans un métier hyper compétitif. Donc souvent le consommateur a une image d'un métier qui n'est pas du tout le quotidien qu'il aura. Et donc on lui dit toujours réfléchis quotidien. Et pas consommateur. Ouais, ça c'est très intéressant. Et pour ça, il y a des questions. Par exemple, est-ce que tu te vois plutôt faire du B2B ou du B2C? Donc, vendre à des professionnels ou à des particuliers? Des produits ou des services? Est-ce que tu te sens plutôt commerçant qui accueille un client dans un point de vente et qui sait bien s'occuper de lui? Ou est-ce que tu te sens commercial, à la différence de commerçant, à aller prospecter? Est-ce que tu veux manager une équipe ou pas? Toutes ces questions-là. Par exemple, est-ce que tu as de la trésorerie à investir? Et donc, ton retour sur investissement sera rapide, parce qu'en fait, en général, en entrepreneuriat, l'argent fait gagner du temps. Ou est-ce que, n'ayant pas d'argent, tu es prêt à gagner ta vie dans plus longtemps? Toutes ces questions-là, elles concernent le quotidien et non pas le secteur d'activité. Thierry, il y a le timing. Ouais. Il y a évidemment le secteur que vous avez évoqué en, Ouais. en venant au quotidien, c'est une idée fondamentale. Puis il y a le timing. Oui, c'est le moment, pas le moment, tu as des enfants, il y a plein de choses quand Ouais, même. exactement, c'est-à-dire que le timing, une fois qu'on a décidé, après tous ces questionnements-là, des secteurs qui pourraient correspondre à ces contraintes de quotidien, il faut se poser la question de est-ce que c'est le moment? L'envie ne fait pas tout. Et si je suis par exemple bien dans ma boîte, que j'y ai des perspectives, que j'ai un équilibre de vie qui me convient, que le salaire me va, nous, le conseil qu'on donne, c'est ne bouge pas. Parce que dans l'entrepreneuriat, je l'ai dit, une sur deux se plante à 5 ans, et même dans celles qui réussissent, il faut pas oublier que c'est un ascenseur émotionnel, l'entrepreneuriat. Il y aura toujours des nuits de migraine où on se dira qu'est-ce que j'ai été faire dans cette galère. Et donc c'est important, dans ces moments-là, de savoir si on n'avait pas trop à perdre. C'est-à-dire que ce sera d'autant plus Il faut arbitrer quoi, Ouais. en amont. Si j'ai pas perdu grand-chose parce que j'étais entre deux jobs quand je l'ai monté, c'est pas comme si j'avais quitté un job dans lequel les perspectives m'étaient données. Donc on conseille toujours de se lancer à un moment où on a le moins à perdre, notamment dans des périodes de chômage. Il y a quand même se faire entourer, parce qu'on parle beaucoup du mentorat dans notre émission avec Un jeune, une solution, Ouais. qui joue beaucoup dans cette histoire. Il faut quand même des gens qui ont un peu de métier, quoi. Alors il y a deux... Non, vous en pensez quoi? Ouais, il y a deux questions sur l'entourage. Le premier, c'est déjà l'entourage personnel. Oui, bien sûr. Est-ce que l'entourage encourage ou est-ce qu'il dissuade? Si à chaque fois qu'on rentre à la maison, on a le conjoint qui vous dit qu'est-ce que tu as été faire dans cette galère, c'est vrai que pour le moral, c'est difficile. Si on a un entourage qui est sécurisant, c'est-à-dire qu'il a lui-même un revenu et qui du coup il peut sécuriser notre entrepreneuriat, c'est plutôt sécurisant. Si on a un entourage qui peut nous apporter des conseils, du réseau, eh bien évidemment, ça a de la valeur. Donc déjà, on a l'entourage personnel, ce qui est le premier des deux qui est important, il faut le mesurer. Et puis, il y a un deuxième niveau d'entourage, c'est-à-dire que la France, quand même, c'est un paradis en termes d'accompagnement des entrepreneurs aussi. On peut parler des chambres de commerce, des experts comptables, des réseaux entreprendre et de ceux que j'ai vus également, de la franchise, j'en suis un ambassadeur, donc je ne peux pas ne pas la citer, qui sont effectivement des réseaux qui permettent aux entrepreneurs d'être accompagnés soit par des gens du même métier pour se benchmarker, je compare mes résultats à mes migraines, avec des pairs, soit des gens qui viennent de métiers très différents. Notamment, on voit ça dans les réseaux d'affaires, dans les... Et qui challenge d'une manière Ouais, de voir un peu neuf, un peu frais. Ouais, ça aide à être créatif. C'est vrai que si on est qu'avec des gens de son métier, c'est génial, mais par contre, ça ne permet pas d'être créatif. Et puis également d'être entouré par des gens qui sont spécialisés de l'accompagnement de créateurs. Thierry, quelques mots quand même sur votre plan B, parce que là vous nous avez dit, si je comprends bien, il faut faire un tableau à double entrée et mettre des croix, et on va voir à la fin si globalement il y a plus de croix positives que de croix négatives, parce que c'est un peu ça que vous nous dites. Le plan B, c'est quoi? Alors en fait, l'éloge du plan B, nous on incite toujours nos entrepreneurs à travailler sur le projet qu'ils ont choisi, le projet de cœur, et en parallèle on les fait travailler sur un plan B, toujours un projet entrepreneurial qui n'est pas dans le secteur dont ils ont rêvé quand ils étaient gosses, qui n'est pas tout à fait celui qu'ils aimaient, mais souvent ce plan B là, pourquoi? Parce qu'ils vont investir tellement d'argent, tellement d'énergie, tellement de savoir-faire dans ce projet entrepreneurial qu'à un moment donné ce projet il va avoir des difficultés. D'ailleurs je le disais, même dans les startups on appelle ça switcher, c'est-à-dire que tous les projets entrepreneuriaux ils commencent avec un business plan qui permet soit d'aller voir le banquier, soit de lever. Et il évolue.
et puis ils sautent en fait. D'ailleurs, toutes les startups disent est-ce que tu as déjà ou pas encore switché. Sous-entendu, il faut toujours le faire. C'est pareil dans les entreprises. Je rappelle pour m'amuser que YouTube avait commencé en 2005 par être un site de rencontre en vidéo, puis au bout de 15 jours, ils se sont dit ça marchera pas, ils ont switché. Ça sera le mot de la fin. YouTube était un site de rencontre. Merci Thierry pour tous ces conseils passionnants. Prenez votre temps, réfléchissez bien quand vous voulez vous jeter dans l'indépendance. Ça a des avantages, mais quand même, vous venez de l'entendre, quelques contraintes. C'est un vrai plaisir, fondateur du réseau Odyssée RH. Merci de nous avoir rendu visite, Thierry, pour terminer cette émission. Merci à vous, merci à Lauriane Boué à la réalisation, merci à Héloïse pour le son, merci à Pauline Gratel qui m'a accompagné aujourd'hui. Je serai là demain, évidemment. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, bye bye.